Merci Myriam pour ce bel événement. Et je dois vous dire, chers amis, je suis à l'instant affecté par ce que les anciens marins appelaient une vague scélérate, hein, et parce que les jet-setters aujourd'hui associent à un retour de vague, à une manifestation subite et brutale de décalage horaire. Mais bon, cela dit, je pense que tout va bien aller. Alors, je vais profiter, quant à moi, de cette occasion pour mettre en relief certains aspects du rite en régime d'écriture autobiographique, et ce, par référence à Rangement, une œuvre publiée à titre posthume en 2001, qui prend la forme d'un carnet ou d'un journal de fin de vie. Donc, mon propos sera consonant, en effet, avec celui, avec les collègues, en particulier avec celui de Sophie. Donc, récit de fin de vie, publié à titre posthume, de fait son auteur, l'essayiste, le romancier et peut-être surtout le grand critique littéraire Daniel Oster, y rend compte d'une manière déterminante, sans être directe, de l'évolution de la maladie dont il est mort en 1999. Hein. Daniel Oster, il est connu au moins en domaine littéraire, hein, donc c'est O-S-T-E-R, Daniel Oster. Mais avant d'en dire plus sur le sujet, je me permets de faire une brève incursion en modernité poétique, donc à la fin du 19e siècle, pour suggérer tout ce que cette œuvre doit à Mallarmé. Alors, à Mallarmé en particulier, puisque Daniel Oster, s'il faut le décrire en un mot, fut avant tout un écrivain et un critique qu'on pourrait qualifier de mallarméen, et ce, jusqu'au bout des doigts, hein, et incidemment jusqu'au seuil de la mort. Et c'est précisément là où Daniel Oster est le plus mallarméen qu'il s'avère le plus étroitement attaché au motif du rite. Alors, si Mallarmé intéresse notre réflexion aujourd'hui, c'est parce qu'il représente un penseur du social, et plus précisément des rites sociaux de toute première importance. Tout autant et en même temps qu'un poète métaphysicien, Mallarmé fait figure de proto ou crypto-sociologue. C'est si vrai que Pierre Bourdieu, en lui rendant un vibrant hommage, aura reconnu en lui un précurseur de sa propre entreprise de démystification sociologique. Pour ce Mallarmé critique ou sociologue, la littérature, si elle est l'expression d'un certain mystère sur le plan anthropologique, constitue fondamentalement une mystification collective. La littérature, cette littérature grand L, cette chose sacrée ou quasi sacrée qui vient se substituer aux religions instituées, bref, la littérature telle qu'on la pense et la sanctifie depuis le romantisme, eh bien cette littérature relève de la croyance, et comme toute croyance, elle est nourrie et revivifiée, voire suscitée par des rituels collectifs. Ce qui intéresse Mallarmé, le Mallarmé critique, ce sont donc ces rituels par lesquels on est amené, individuellement et collectivement, à adhérer à la fiction ontologisante de la littérature, à ce qui fait de la littérature un discours constituant, comme pour reprendre l'expression de Dominique Mengdo. C'est pourquoi Mallarmé va s'efforcer de discerner dans la littérature et dans le jeu social de l'écrivain tout ce qui relève de la pratique, au sens précisément où on parle de la pratique religieuse, c'est-à-dire tout ce qui confère au discours littéraire et aux personnages de l'écrivain leur efficace symbolique, leur force agissante, tout ce qui en eux et pour eux crée de la croyance, de l'imaginaire, du mythe et incidemment de la reconnaissance et de la légitimité. Voilà donc le Mallarmé que Daniel Oster, à un siècle de distance, s'efforcera de faire valoir. Voilà le Mallarmé auquel il n'aura de cesse de se réclamer, de s'identifier. Son unique question, comme il l'affirme lui-même dans Rangement, aura consisté à dresser la liste des rites de la littérature. Je le paraphrase. Rites dont il explique l'importance par le fait, et c'est sa conviction fondamentale, je cite, qu'écrire, c'est faire croire. Donc écrire, c'est faire croire qu'on ne veut pas faire croire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Écrire, c'est-à-dire s'adonner à la littérature en tant qu'écrivain en modernité, c'est faire croire que l'on s'énonce authentiquement ou intimement ou en toute intimité, ou en toute authenticité. Il est vrai que Daniel Oster, tout en prolongeant la critique mallarméenne des fictions sociales, lui imprime une inflexion plus valérienne, donc plus spécifiquement caractéristique de la pensée de Paul Valéry, en s'attachant en premier lieu à la dénonciation du moi. Pour Oster, et c'est ce sur quoi il insiste dans ses essais qui ont fait date en études littéraires, notamment l'individu littéraire,
Pour Auster, la fiction primordiale, c'est le moi, et en particulier le moi de l'écrivain. C'est autour de ce moi et pour sa plus grande gloire, aux fins de son auto-légitimation, que tout le jeu littéraire s'organise dans l'espace de la page comme dans celui de la société. Auster n'aura de cesse de rappeler, y compris dès la première ligne de son journal Rangement, que le moi est une fiction, que toute mise en langage, à plus forte raison littéraire, invalide d'emblée toute prétention du sujet à se dire authentiquement ou intimement. Alors ce rappel, me direz-vous, n'en soit rien de très original, il fait partie depuis longtemps déjà des attendus de la critique. Mais Auster porte l'exercice du doute à un degré de radicalité et de réflexivité qui me semble avoir peu d'équivalent dans le champ de la critique contemporaine. L'insistance avec laquelle il dénonce les fictions sociales et les outrances de l'individu littéraire confine presque à l'obsession, et parfois en tant que lecteur on trouve à s'en plaindre, puisqu'il se trouve à rabâcher. Il n'empêche que cette insistance en fait un sceptique singulièrement passionné. Et je dis passionné au sens où William James disait du sceptique radical précisément qu'il était animé par une passion, la peur d'être dupe. Alors, il y a quelque chose de névrotique chez Daniel Auster dans sa critique, il y a quelque chose de très, très personnel qui est lié à cette peur d'être dupe qui anime les grands sceptiques. Alors, si cette passion sceptique empêche l'adhésion charismatique à la littérature, si elle fait obstacle à ce que Pierre Bourdieu appelle l'illusio, elle conduit néanmoins Auster, dans Rangement, à investir le genre du journal intime comme pour ébranler de l'intérieur les tréteaux qui en font l'un des théâtres privilégiés du moi de l'écrivain. Il y va d'abord ici d'un défi critique. Le terme de défi et même celui de journal peuvent d'abord paraître déplacés pour qualifier un ouvrage qui, au premier regard, affiche le plus grand négligé. Rangement se présente en effet comme un assemblage composite de citations, de commentaires, d'amorces de récits, de réflexions diverses, prenant la forme de fragments plus ou moins développés. Et comment, après tout, pourrait-il en être autrement quand on sait, lorsque le lecteur sait, ou lorsqu'il comprend, tardivement, après une centaine de pages, que l'auteur de ce journal est atteint d'une maladie grave, qu'il est en traitement chimiothérapeutique et que, fatalement, ses forces sont diminuées. Mais l'adoption d'une écriture dépouillée, proche de la simple notation, n'est pas déterminée que par la maladie, que par ces circonstances déshabilitantes. Si là comme ailleurs dans son œuvre, Auster choisit d'écrire sur un mode mineur, c'est en raison de son objectif critique, qui semble primer toute autre considération d'ordre poétique, existentiel ou philosophique, à savoir rabaisser la crête au moi de l'écrivain, faire pièce à ce qu'il appelle son enflure caractéristiques, bref, dénoncer les effets inflationnistes sur le plan subjectif qu'entraîne le seul fait de se placer sous l'enseigne de la littérature. Or, en l'occurrence, cet objectif relève bien du défi puisqu'il implique de mettre à distance la scénographie bien huilée de la représentation autobiographique, la focalisation égocentrée, pour ne pas dire narcissique, de l'écriture diaristique, et plus encore, le registre hautement pathétique de l'écriture consacrée à la fin de vie. Alors, ce défi qui motive en profondeur la composition de Rangement, je suggère de le résumer sous la forme d'une question. Comment, en tant qu'énonciateur inscrit dans le discours de la littérature, parler dans l'imminence de la mort sans être irrésistiblement conduit à se ménager une mort d'écrivain, c'est-à-dire une mort qui, par ses effets fétichisants, poursuit, consolide et couronne la mythographie de la vie de l'écrivain. En d'autres mots, comment, en régime d'écriture autobiographique, s'avancer vers le dernier cap de l'existence sans en faire le socle de sa propre monumentalisation. Ou encore, en termes plus spécifiquement littéraires, comment composer un journal de fin de vie sans reconduire les topoi qui soutiennent la fiction inhérente à ce type d'écriture. Et je rappelle qu'en l'occurrence, les topoi sont très nombreux. Le journal de fin de vie tient toujours, peu ou prou, des ultima verba, des artes moriendi, de la consolation, du récit d'agonie, de la séquence biographique dite des derniers jours de l'écrivain, etc. En mettant lui-même en relief ces topoi, Auster ne se contente pas de souligner le caractère nécessairement arrangé des morts littéraires,
Il insiste aussi sur le caractère faussement critique ou si on préfère tout entier dramatique de l'acte de mourir. Pour lui, cet acte ne révèle rien, sinon une performance plus ou moins bien ajustée, plus ou moins conforme au rôle que l'on aura assumé au long de sa vie. C'est pourquoi l'écrivain, comme tout individu, peut très bien se tromper, commettre une faute d'interprétation ou un faux pas, comme dirait Goffman, et, je cite Oster, s'égarer dans la mort d'un autre. C'est dire que pour Oster, la mort de l'écrivain est toujours une belle mort, une mort trop belle, même lorsqu'elle s'expose sous les traits hyperréalistes de la maladie, comme c'est le cas notamment dans la littérature dite du sida. Les fins de vie, inévitablement, font la part trop belle à la fiction du moi. Mais l'écrivain peut toutefois essayer d'en limiter les effets fictionnalisants. Et c'est ce à quoi s'applique Oster dans Rangement, en mettant en œuvre diverses stratégies d'écriture. Alors la plus importante d'entre elles, je vais évidemment à l'essentiel, c'est celle qui s'articule au motif inscrit dans le titre. Et c'est ce motif qui nous rattache à l'idée de rite. Ce motif, c'est celui du rangement. Alors, je dirais que ce qui fait l'intérêt de ce motif, sur lequel je vais concentrer mon propos, c'est non seulement qu'il confère une certaine unité à ce journal, au-delà de l'effet de disparate, mais aussi qu'il lui donne toute sa portée critique. Le rangement, ou plutôt les rangements, puisque le mot est employé au pluriel dans le titre, et donc d'une manière telle à rappeler l'idée d'arrangement ou de préarrangement funéraire. Donc les rangements dont il est question donnent lieu à une forme de rite d'écriture prémortuaire dont la fonction consiste, comme toute activité rituelle de cette nature, à préparer le sujet à la mort, mais aussi, sur le plan littéraire, à se substituer aux représentations traditionnelles liées à la mort de l'écrivain. S'il est vrai, comme le rappelle Jacques Rivière, que tout rite est producteur d'imaginaire, eh bien on peut dire qu'en rapprochant le rangement de l'activité rituelle, Oster cherche à produire un contre-imaginaire ou un imaginaire de substitution qui soit de nature à neutraliser autant que possible la séquence auto-bio-mythographique de la mort de l'écrivain. Alors je précise, c'est d'abord ce qui tombe sous le sens, je précise que le motif du rangement dans le livre, dans son journal, renvoie à la principale activité à laquelle Oster se livre dans le présent de l'Énonciation. Alors l'auteur signifie en effet à son lecteur qu'il est en train de faire le ménage dans ses rayons de bibliothèque, qu'il défait des cartons de livres, qu'il trie dossiers et cartons, dossiers et articles, et surtout qu'il met à la poubelle assez libéralement. Tout en restant réservé sur la question, il laisse aussi comprendre peu à peu qu'il accomplit cette tâche sinon à des fins expressément testamentaires ou prémortuaires, du moins en relation avec la maladie qu'il traverse. Sur le plan littéraire, la ritualité induite par ce rangement fournit à son journal un principe d'engendrement et de composition rhétorique assez intéressant. Et ce principe ne se réduit pas à l'action classificatoire à laquelle on associe en priorité le rite. Ranger, version Oster, c'est non seulement classer, se conformer plus ou moins mécaniquement à un ordre, c'est aussi s'ouvrir à un certain hasard, s'exposer à de l'inconnu ou de l'oublié, se rendre disponible au moment et à l'événement. De fait, le journal d'Oster n'équivaut pas ou pas d'abord à un inventaire, à ce qui serait la revue ordonnée de sa vie et de ses opinions à la lumière de ses lectures et de sa propre production d'essayiste et de romancier. Ce journal est surtout le lieu d'un foisonnement de références, de notes et de commentaires suscités au petit bonheur des découvertes ou redécouvertes venant s'inscrire dans l'activité du rangement. Sous cet angle, donc, l'organisation rhétorique de ce journal participe plutôt du rite tel que le conçoit Turner dans The Ritual Process, à savoir comme une réalité participant de l'ordre et du non-ordre, de la structure et de l'antistructure, bref, comme un mouvement d'oscillation entre action contrainte et action libre. Notons que s'il concerne d'abord des documents, donc des choses, ce grand ménage est également l'occasion de régler des comptes avec des gens. Manifestement, Oster prend acte du fait qu'en français, les personnes peuvent elles aussi être rangées, remises à leur place. C'est aussi une virtualité, une possibilité du journal, pensons au journal des gourmands, des concours, pardon, sont principalement visés, en l'occurrence, Philippe Solers, les représentants de Gallimard, les journalistes du Monde des livres, vous reconnaissez la famille, la famille des esprits, j'y reviendrai, et surtout, premier chef, Maurice Blanchot.
Ces individus représentent pour lui les principaux agents du mal qu'il s'obstine à combattre. Et ce mal, c'est pas le cancer, mais c'est tout comme pour lui. C'est ce qu'il appelle tantôt l'enflure, tantôt le fatras verbeux, ou justement le blanchetisme. C'est donc cette conception sacerdotale de la littérature, de la culture, à laquelle je faisais allusion il y a un instant, qui fournit encore aujourd'hui à l'écrivain sa principale source d'auto-légitimation. En fin de compte, je suis peut-être content que Yannick Hamel ne soit pas présent, puisqu'il aurait peut-être trouvé à redire. Et on peut légitimement trouver à redire, à répondre à Oster. Quoi qu'il en soit. C'est d'abord en condamnant cette conception par trop complaisante de la littérature et de l'écrivain qu'Oster cherche donc à faire place nette, à désencombrer l'univers de la pensée. Telle est l'opération de salubrité intellectuelle inscrite au principe de son journal, mais aussi plus largement au principe de toute son œuvre essayistique postérieure aux années 1980. Une œuvre qui, sous cet angle, me semble idéologiquement assez proche de l'esprit du second Wittgenstein, ou des philosophes anglo-saxons dits du langage ordinaire, pour qui la philosophie, l'exercice de la pensée, on le sait, est d'abord une forme de thérapie destinée à nous prémunir contre les illusions produites par le langage. Alors, qu'elle concerne les choses ou les personnes, on devine que l'activité de rangement à laquelle se livre Oster recouvre aussi, bien sûr, une fonction psychologique, qu'elle agisse, à la manière de beaucoup de rites, comme un mécanisme de défense. Par sa répétitivité, elle impose un rythme qui occupe le sujet et qui semble de nature à le détourner un tant soit peu de son angoisse. Elle lui permet de relever le défi du présent, selon la belle expression de Bernard Kempf, que j'ai retrouvé ou que j'ai trouvé chez Myriam. En ce sens, le rangement, c'est tout aussi bien celui du sujet de l'auteur Daniel Oster que celui de sa bibliothèque, de son archive. Il s'assimile d'autant plus clairement à un rite prémortuaire qu'il reflète au niveau des objets, et pas n'importe lequel, au niveau des livres, donc des objets d'identification de toute première importance pour un écrivain. Il reflète une sorte de mise en ordre symbolique du sujet, c'est-à-dire une sorte d'inscription finale du sujet dans l'ordre symbolique. De fait, dans la perspective d'Oster, ranger, c'est déjà signifier son acceptation d'être rangé par le grand autre, d'être fixé définitivement à la place qui lui revient dans l'ordre symbolique. Tant il est vrai, comme le rappelle François Flao, que l'ordre symbolique est non seulement l'ordre qui garantit l'identité de chaque individu, qui certifie que telle personne est attachée à tel corps, une fois pour toutes, mais aussi bien l'ordre intergénérationnel qui exige de tout vivant, à un moment donné, qu'il cède sa place à un autre et qu'il soit à son tour rangé, inscrit à jamais dans le registre des morts, afin qu'il y ait succession, qu'il y ait lieu d'être, comme dit François Flao, pour des nouveaux venus. Alors, se ranger de telle manière à céder sa place, à céder la place, tel est bien l'un des objectifs que poursuit Oster en écrivant son journal. Il affirme en toutes lettres qu'il veut favoriser son oubli, ou plus précisément mettre en scène son oubli. Il n'ignore pas, bien sûr, la contradiction performative que suppose ce projet. Se mettre en scène, même sous le motif de l'oubli, revient fatalement à perpétuer son souvenir. C'est produire une énième variation de la séquence auto-biomythographique de la mort de l'écrivain. Mais dans la mesure où personne n'échappe à la théâtralité, comme le croit Oster, le mieux reste encore de définir un rôle sobre, à minima low-key, et de l'assumer sans trop y coller, suivant une posture que l'on peut qualifier d'adhésion réflexive. C'est dans cet esprit, pour parer à l'emphase symbolique dont témoignent en général les écrits littéraires de fin de vie ou à vocation testamentaire, que Oster définit un contre-imaginaire expressément quotidien et prosaïque, banalement domestique. D'autant plus qu'à travers son rangement, il ne cherche pas d'abord à distinguer et archiver le meilleur de son héritage intellectuel, bref, à faire tombeau, mais plutôt à éliminer, à jeter. C'est en ce sens qu'il en vient à concevoir son rangement par opposition à la bibliothèque de Babel, comme une poubelle de Babel, selon son expression. Parmi les autres représentations mortuaires traditionnelles que veut conjurer cet imaginaire de la poubelle, on pense en particulier à l'autodafé d'écrivain, et peut-être d'abord à l'autodafé que Mallarmé a commandé dans une note célèbre que Oster d'ailleurs a eu l'occasion, à analyser à plusieurs occasions.
Chez lui, aucun recours au bûcher, aucun recours à la flamme purificatrice, aucune adresse à la postérité pour signifier et fétichiser la perte de l'œuvre, et par extension, aucune sanctification de l'écrivain sous la figure de l'immolateur de lui-même. Il n'y a pas non plus chez Auster de fixation proprement thématique ou de focalisation vraiment particularisante sur l'idée de cendre, de reste ou de déchet, comme c'est par ailleurs le cas en littérature et en philosophie contemporaine, notamment chez Derrida. Et je voyais, il y a quelques jours, je voyais que Richard Millet vient de faire paraître un essai sur le rebut. Voilà. En revanche, donc il n'y a pas de focalisation philosophique sur le thème du déchet ou du rebut. En revanche, en quelques rares passages du journal, l'imaginaire du rangement acquiert une vaste portée allégorique et laisse deviner une conception de l'existence et de l'histoire qui, tout en reflétant les vues de l'auteur, me semble en phase avec une certaine Stimmung propre à notre époque. C'est ce que j'aimerais montrer en conclusion et très rapidement, en soulignant comment cette conception du monde, par son caractère antimoderne, donne prise au rite ou semble favoriser son retour, si tant est jamais, évidemment, qu'il se soit éclipsé de nos préoccupations à un moment donné en modernité. Alors pour ce faire, je vais lire l'extrait qui correspond, le passage qui correspond au 5e extrait qui figure sur l'exemplier. On peut imaginer une civilisation qui décide de se saborder. Tout doit disparaître. Grande braderie, solde. On vend les monuments aux barbares qui s'en servent pour construire des temples à la destruction. Puis c'est le désert, plat et aride. Ce bon vieux désert qui a inspiré aux civilisés urbains tant de belles pages. Un jour, un voyageur civilisé trouve un morceau d'épingle, 3 mots sur une pierre, quelques menus objets, et reconstruit la civilisation. Le musée lui-même, une autre fois, sera rasé, et ainsi de suite. Alors, s'il manifeste une amertume certaine, peut-être même un peu de cynisme, cet apologue n'en témoigne pas moins d'une forme de réconciliation symbolique. Le rangement de l'individu austère, celui qui est décrit et opéré par le journal, en vient à s'accorder avec le mouvement civilisationnel, macrocosmique, de cette grande braderie. C'est dire que la mise en ordre du soi ici suppose, prépare ou conclut l'acceptation de l'ordre des choses. En tout cas, elle lui est dialectiquement liée. L'acceptation qui est en jeu, on le constate, vaut pour une résignation à une fatalité qui n'a rien de nietzschéen, rien de lyriquement moderne. Elle est au contraire tout imprégnée de religiosité catholique et de classicisme. De fait, la succession des générations, des civilisations qu'évoque ici Auster vous aura peut-être rappelé la belle image du sermon sur la mort de Bossuet, où Bossuet fait référence à la recrue continuelle du genre humain, celle des enfants qui poussent sur l'épaule de leurs parents pour les faire avancer vers l'abîme de la mort et pour se faire de la place à eux. Ce qui s'affirme ici, c'est donc un point de vue, sinon classique ou néoclassique, du moins clairement antimoderne. Sans la revendiquer comme telle dans le journal, Auster fait référence à cette antimodernité dès l'exergue, qui est une phrase empruntée à Roland Barthes. Je cite, c'est le dernier extrait sur l'exemplier. « Tout à coup, il m'est devenu indifférent de ne pas être moderne. » Si j'insiste en l'occurrence sur cette antimodernité, c'est parce qu'elle reflète une certaine sensibilité caractérisant, on le sait, non seulement Auster, mais une partie de nos contemporains. Donc j'y insiste parce qu'elle me semble, cette antimodernité, elle me semble constituer un aspect important de la postmodernité, mais surtout parce qu'elle permet d'expliquer l'attachement d'Auster à un motif rituel comme le rangement, et par-delà, peut-être, qu'elle pourrait expliquer une certaine valorisation, un certain retour du rite dans la production littéraire d'aujourd'hui. Et là, j'ai en tête les rites de la quotidienneté qu'on retrouve, par exemple, mis en valeur chez Houellebecq, en relation avec les monoprix, où le rite, l'activité rituelle, n'est plus considérée comme aliénante, ou pas seulement comme aliénante, où le sujet trouve à se satisfaire, trouve une source de satisfaction dans cet investissement rituel. Dès lors que l'écrivain n'est plus omnubilé par la recherche de l'original et de l'unique, dès lors qu'il prend acte de l'extraordinaire ascendant de la tradition sur les représentations et donc de l'impossibilité d'être littérairement sincère ou original, il me semble plus disposé à faire
une large place au rite, ou plus exactement à reconnaître la large place qu'occupe le rite dans son imaginaire et ses pratiques d'écriture. Alors je formule cette dernière idée en guise de conclusion, et ce très prudemment sous la forme d'une hypothèse qui devrait d'abord être jugée par les spécialistes de la littérature contemporaine, ce dont je ne suis pas, mais je la suggère, cette idée, comme une invitation au dialogue. Alors voilà, merci.